Le métier de laveur de mort est un métier qui n'est pas facile. Il faut avoir le corps bien accroché, solide et rempli de foi. Rempli d'une foi très profonde. Parce que tu vas laver une personne morte, une personne sans âme. Et surtout, ce qui est encore plus dur que ça, c'est qu'il faut avoir une foi multipliée par 100 pour refuser l'argent des sorciers. Refuser leurs demandes et leurs propositions. Parce que crois-moi, tu vas en recevoir énormément. De la part de gens qui ne craignent pas Dieu. Ils vont te tenter avec de l'argent en échange. Beaucoup d'argent pour des services sur ces morts que tu es en train de laver. Et ça, c'est le plus grand défi. Car comme disent les anciens, la convoitise est une peste. Mais tous les gens ne sont pas pareils. Il y a des bons et il y a des mauvais. Et l'histoire d'aujourd'hui est l'une des affaires les plus étranges. Une histoire qui a fait énormément de bruit, aussi bien chez la police que chez les gens qui l'ont vécue. L'affaire d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, n'est pas comme les autres. Personnellement, quand je l'ai entendue, j'ai été choquée, surtout par la fin qui est complètement inattendue. Alors je veux que vous alliez vous installer dans un endroit calme, où personne ne viendra vous déranger. Prenez quelque chose à boire ou à manger, et commençons notre histoire. Nous sommes à Berkane, au Maroc, et plus précisément en 2002. Cette histoire commence avec un jeune homme nommé Ayoub. À cette époque, Ayoub avait 30 ans. Il vivait avec sa mère dans une petite maison modeste, dans un quartier populaire très connu. Il vivait une vie simple et paisible. Comme on dit, il vivait en paix, sans manquer de rien. Un jour, Ayoub sort de chez lui pour aller au café où il avait l'habitude de retrouver ses amis. C'était un endroit où ils se retrouvaient souvent, discutaient, prenaient un thé. C'étaient tous des jeunes de bonne famille, propres sur eux. Pas drogués, pas voyous. Ils se retrouvaient pour discuter, regarder des matchs ou juste passer un moment ensemble. Mais un jour, alors qu'Ayoub sortait pour aller au café, la police surgit brusquement. Ils l'interceptèrent et le firent entrer de force dans leur fourgon, sans aucun avertissement. Ayoub est complètement sous le choc et il n'y comprend rien. Il leur demande affolé: « Pourquoi m'arrêtez-vous? Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que vous vous êtes trompé, chef. Je n'ai rien fait. Je vais juste retrouver mes amis au café. » Mais un des policiers répond seulement: « Tu seras une fois sur place. » Je sais que vous aussi vous ne comprenez rien pour l'instant et que vous vous demandez qui est ce Ayoub et pourquoi la police l'a arrêté de cette manière. Je vais vous répondre. Soyez juste un peu patient. Ce matin-là même, la police avait reçu un appel téléphonique d'une femme. Elle parlait de manière hystérique, en pleurs. Sa voix montrait clairement qu'elle était terrorisée et qu'elle vivait quelque chose de grave. Elle criait au téléphone: « Sauvez-moi, sauvez-moi, il veut me tuer !» La police essayait de la calmer et lui demanda: « Qui est-ce? Donne-nous son nom, s'il te plaît, des détails. » Et elle leur a répondu: « Ayoub, il s'appelle Ayoub, fils de un tel. » Elle leur donna son nom complet, son prénom et son adresse exacte. La police nota toutes les informations, mais en parallèle, elle essayait aussi de lui demander qui elle était. Heureusement, la femme donna aussi son propre nom, Soumia, et elle donna aussi son adresse. Mais à peine avait-elle fini de parler que l'appel coupa subitement. Les policiers, immédiatement, se dirigèrent en vitesse vers l'adresse que la femme avait donnée. En arrivant devant l'appartement, tout semblait calme, pas un bruit. C'était étrange. Ils frappèrent à la porte avec insistance, espérant que quelqu'un leur ouvre, mais personne ne répondit. Ils décidèrent alors de forcer la porte, car il fallait intervenir vite. Et là, stupeur. Ils retrouvèrent 2 cadavres dans l'appartement. Pas un, mais 2. Un homme et une femme. La police ne s'attendait pas du tout à ça. D'habitude, ce genre d'appel mène à des disputes conjugales ou des querelles. Mais là, 2 morts, c'était inimaginable. L'appartement était dans un état catastrophique, ce qui prouvait qu'une violente bagarre avait eu lieu. Quant au corps, celui de l'homme était dans un état horrible, visiblement poignardé à plusieurs reprises. Celui de la femme présentait une coupure nette, allant d'une oreille à l'autre.
La police scientifique fut immédiatement dépêchée sur place pour enquêter. Au départ, les enquêteurs pensaient que ces deux personnes s'étaient entretuées, et ils croyaient que l'homme tué était justement Ayoub, la personne dénoncée par Soumeya au téléphone. Mais en vérifiant l'identité du corps, ils découvrirent que ce n'était pas lui. Dès lors, ils foncèrent chez Ayoub pour l'arrêter avant qu'il ne prenne la fuite. Et c'est ce qui explique pourquoi ils sont allés le chercher brusquement devant chez lui. Une fois qu'ils ont arrêté Ayoub, ils l'ont fait monter dans le fourgon, il ne cessait de leur dire « Mais je ne comprends rien, j'ai rien fait, je suis innocent ». Ils l'ont conduit au poste de police pour commencer les interrogatoires. Une fois face aux enquêteurs, ils l'ont confronté aux accusations. « Tu as tué une femme et un homme. On a ton nom, ton adresse, ta description. Tu étais clairement identifié dans l'appel de Soumeya. » Mais Ayoub, complètement abasourdi, répétait « Mais c'est pas possible. Elle est morte. Je vous jure que je lui ai rien fait. Ce jour-là, j'étais chez moi toute la journée enfermée. Je n'ai rien à voir avec tout ça. » Les enquêteurs ont beau tout faire pour le pousser à avouer, mais Ayoub ne changeait pas de version. « Je comprends même pas comment je me retrouve mêlée à tout ça. Je ne les ai pas touchés, je n'ai rien fait. » La police scientifique s'est divisée en deux équipes. L'une est restée sur la scène de crime pour poursuivre l'analyse. L'autre s'est rendue chez Ayoub pour chercher des preuves pouvant le relier au crime. Ils ont fouillé chaque recoin de la maison, inspecté son téléphone, cherché s'il y avait eu des appels avec les victimes. Ils ont aussi vérifié sa localisation au moment du meurtre. À cette époque, il n'y avait pas encore les smartphones d'aujourd'hui, mais les téléphones classiques permettaient déjà de localiser quelqu'un via le réseau GSM. Et les résultats ont montré qu'Ayoub était resté toute la journée chez lui. Mais les enquêteurs ont supposé que peut-être il avait volontairement laissé son téléphone à la maison pour brouiller les pistes, pendant qu'il allait commettre le meurtre. Malgré tout, sa mère a témoigné en sa faveur, jurant devant Dieu. Il est resté dans sa chambre toute la journée enfermé. Il n'est sorti que vers le soir pour rejoindre ses amis au café. Mais les policiers n'ont pas pris son témoignage au sérieux, car pour eux, l'appel de Soumeya restait une preuve extrêmement forte. Ils disaient « Cette femme m'a appelé juste avant de mourir pour dire qu'Ayoub voulait la tuer. Comment pourrait-il être innocent ?» Maintenant, allons voir ce que l'autre moitié de l'équipe scientifique a découvert sur la scène de crime. Ils ont relevé toutes les empreintes dans l'appartement. Et là, c'est le choc. Il n'y a aucune empreinte, ni trace, autre que celle des deux victimes. Pas la moindre trace de Ayoub. La police trouve ça très étrange. Comment a-t-il pu les tuer sans laisser aucune trace? Mais ils se dirent que peut-être il avait tout prévu, qu'il portait des gants, qu'il avait pris toutes ses précautions. En clair, le tueur semblait avoir bien étudié son crime, mais qu'il n'avait pas prévu que Soumeya allait réussir à appeler la police en cachette et à le dénoncer. Et rien que cet appel, pour la police, suffisait comme preuve à charge. Ayoub était désormais le seul et unique suspect dans cette affaire. L'enquête avançant, les policiers approfondirent les recherches sur la relation entre Ayoub, Soumeya et l'homme tué. Ils découvrirent qu'il y avait des tensions entre eux. Des gens ont témoigné. Oui, il y a eu une dispute entre Ayoub et ces deux personnes. On a entendu Soumeya le menacer un jour. Elle lui a dit « Tu verras, je vais m'occuper de toi ». Et Ayoub lui aurait répondu « Fais ce que tu veux, moi aussi je vais pas te laisser en paix ». Cela renforça beaucoup les soupçons de la police. Pour eux c'était clair, Ayoub était coupable. Il fut donc condamné à la prison à perpétuité, sans droit à la grâce royale, ni possibilité de liberté conditionnelle. Une peine lourde, qui signifiait que jamais il ne reverrait la liberté. Mais l'histoire ne fait que commencer. Après cette condamnation, un nouveau témoin va surgir. Un témoin qui va bouleverser toute l'affaire et changer le cours de l'histoire. Qui est ce témoin et que va-t-il révéler? Après la condamnation d'Ayoub, ce nouveau témoin se présenta. C'est un proche d'Ayoub. C'était son ami d'enfance, un véritable frère de cœur. Ils avaient grandi ensemble et tout partagé depuis la jeunesse. Ils étaient vraiment comme des frères de sang. Ce témoin allait révéler des détails explosifs à propos de Soumeya et de l'homme tué avec elle. Mais avant de plonger dans ce témoignage, revenons un peu en arrière pour mieux comprendre qui est Ayoub, qui est Soumeya
Et qui est cet homme retrouvé mort avec elle? Comme je vous l'ai dit précédemment, Ayoub est un jeune homme d'une trentaine d'années qui vivait à Berkane. Depuis qu'il était petit, il accompagnait son père à son travail. Et quel était ce travail? Laver les morts. Son père était un laveur de cadavres, un homme pieux, qui faisait ce travail pour Dieu sans chercher l'argent, surtout pour les familles pauvres. Malgré sa propre situation financière modeste, le père de Ayoub était satisfait de ce que Dieu lui avait donné. C'était un homme digne, intègre et très pieux. Ayoub, enfant, l'accompagnait souvent pour l'aider, mais jamais il ne touchait les corps. Il observait seulement à distance. Les années ont passé, jusqu'au jour où son père rendit l'âme. Allah yarhamou. Ayoub et sa mère furent accablés de douleur, mais leur foi leur donna la force d'endurer l'épreuve. Et le premier mort qu'Ayoub lava de ses propres mains fut son propre père. À ce moment-là, Ayoub ressentit une lumière divine dans le visage de son père, une sérénité surnaturelle. Ce fut le début de son cheminement, et il devint laveur de morts, comme son père avant lui. Ayoub commença donc à laver les morts. Chaque fois qu'on l'appelait, il y allait et accomplissait sa tâche, puis rentrait chez lui. Un jour, un homme qu'il croisa à la mosquée lui proposa un poste stable dans un hôpital. « Toi qui es laveur, pourquoi tu ne travaillerais pas officiellement dans notre service mortuaire, avec un salaire fixe, un statut, et tout en règle ?» Ayoub, naturellement, accepta avec joie. C'était une opportunité exceptionnelle. Désormais, il allait travailler dans le service de la médecine légale, avec les morts musulmans bien sûr. Tout se passait bien pendant environ 3 ans, jusqu'au jour où l'hôpital décida d'amener une deuxième personne pour l'aider. Cette personne s'appelait Hassan. Mais attention, Hassan venait d'un autre hôpital, dans une autre ville. Il y avait beaucoup de rumeurs autour de lui. Les gens disaient que Hassan avait été viré pour avoir fait des choses étranges avec les cadavres, pour avoir trafiqué des corps, etc. On l'avait donc transféré de force dans le nouvel hôpital, celui où Ayoub travaillait. Ayoub, dès le début, n'aimait pas Hassan. Il trouvait que c'était un homme louche, pas net et pas franc. Mais il resta sur ses gardes, observant ses gestes et le surveillant. Il avait entendu les rumeurs et ne voulait pas que des choses graves se produisent autour des cadavres. Le temps passa, et un jour, alors qu'Ayoub sortait du travail comme d'habitude, une femme d'une cinquantaine d'années l'appela. « Hé, fils d'Ibrahim le laveur !» Effectivement, le père d'Ayoub s'appelait Ibrahim. Elle s'approcha de lui et dit « Mon fils, tu es quelqu'un de bien. J'ai une offre pour toi. Une offre qui pourrait te rendre riche de la tête aux pieds. » Ayoub, surpris, lui répond « Et c'est quoi cette offre ?» La femme afficha un sourire sournois, malveillant, puis sortit une liasse de billets et de bijoux en or. « Regarde, mon fils, le travail est très simple. Tu ne vas pas te fatiguer. » Elle sortit une boîte contenant du couscous. « Regarde, tu vas juste le mélanger avec la main d'un mort, un de ces morts que tu laves. Je veux que tu me donnes ensuite l'eau que tu utilises pour laver le même corps. Je sais que tu es un simple laveur, que tu es dans le besoin, et ça c'est pour t'enrichir. Je m'occuperai bien de toi. » Mais Ayoub explosa de colère. « C'est Dieu qui donne la subsistance, pas toi, ni personne comme toi. Que Dieu me protège de ta sorcellerie. Dégage avant que je te fasse honte devant tout le monde. » Il la chassa en criant, furieux. Et maintenant, le plus choquant. Ce Hassan, le nouveau collègue d'Ayoub, était l'homme qu'on a retrouvé mort à côté de Soumia. Quant à Soumia, c'était cette même sorcière qui était venue voir Ayoub pour lui proposer ce sale travail avec le couscous. Alors là, vous vous demandez sûrement, mais si c'est Hassan et Soumia qui sont morts, comment Ayoub peut-il être le meurtrier? Comment l'histoire a-t-elle basculé? Attendez, vous n'avez encore rien vu. Avant d'être transféré dans ce nouvel hôpital, Hassan travaillait déjà avec Soumia la sorcière. Il l'aidait dans ses pratiques occultes et sa sorcellerie. Ensemble, ils faisaient des rituels, manipulaient des corps et profanaient des cadavres. Mais les collègues de Hassan, dans son ancien service, ont fini par découvrir ses agissements.
Ils ont commencé à se plaindre et à alerter la hiérarchie, jusqu'à ce qu'il soit expulsé de son poste. Suite à cela, ils l'ont déplacé dans le service où travaillait Ayoub, de force, comme une mutation punitive. Quelques jours après que Soumiya ait proposé à Ayoub ce rituel et que ce dernier ait refusé avec fermeté, un jeune homme de 22 ou 23 ans est entré à la morgue. Il était décédé d'un accident de moto. Ce jour-là, Ayoub n'était pas en service car il travaillait de nuit. C'est donc Hassan qui s'occupait du lavage du corps. Une fois le lavage terminé, Hassan rangea le corps dans le frigo mortuaire. Mais Ayoub, comme à son habitude, vérifiait toujours le travail fait pendant son absence pour s'assurer que tout était conforme. Lorsqu'il ouvrit le frigo, où se trouvait le corps du jeune motard, il remarqua que la chaîne d'identification était manquante. La chaîne qu'on attache au pied des morts avec une plaque métallique contenant ces informations. Il pensa que Hassan avait simplement oublié de la remettre. Mais en observant le corps de plus près, il vit que la bouche du jeune homme semblait cousue. Choqué, il essayait de retirer le fil, et ce qu'il trouva à l'intérieur lui glaça le sang. Il découvrit des photos, des talismans, des carrés magiques, des choses clairement liées à la sorcellerie, et notamment au sortilège de séparation. C'était un acte de sorcellerie sans aucun doute. Ayoub courut immédiatement confronter Hassan. « C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais avec les morts ?» Mais Hassan ne se laissa pas intimider. Il lui répondit froidement. « Mêle-toi de tes affaires, ou ça finira mal pour toi. » Ayoub criait. « Tu oses désobéir à Dieu? Tu profanes les morts ?» Mais Hassan se mit à le menacer. Il lui dit « Soit tu travailles avec nous, et tu fermes ta bouche, soit ta vie va devenir un enfer. On va te faire regretter ton refus. Soumiya m'a tout raconté. Tu manqueras de rien avec nous, mais si tu parles ou tu t'opposes à nous, on va te briser. » Ayoub comprit que s'il les confrontait frontalement, ils allaient le piéger. Ce jour-là, il garda le silence, mais il décida de jamais céder. Après cet épisode, Soumiya revint à la charge, cette fois très agressive, après tout ce que Hassan lui avait raconté. Elle menaça Ayoub. « Depuis que tu as refusé ma proposition, tu as signé ta propre guerre. Tu as marché volontairement dans le piège. » Mais Ayoub, courageux, ne baissa pas les yeux. « Je vais vous faire enfermer tous les deux. Vous êtes des démons. Jamais je ne ferai partie de votre saleté. » Elle lui répondit froidement. « C'est ton dernier mot ? Oui, et je reculerai pas. » Mais Ayoub savait beaucoup de choses sur elle et sur Hassan, notamment leur implication dans plusieurs affaires de sorcellerie. Il attendait le bon moment pour les dénoncer avec des preuves solides. Quelques jours après cette altercation, Ayoub fit son service de nuit comme d'habitude. Il finit son travail et sortit tard le soir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Hassan et Soumiya avaient déjà planifié un scénario macabre. Le lendemain, on découvrit, comme on l'a vu plus tôt, les deux cadavres, celui de Hassan et celui de Soumiya. Mais comment? Pourquoi? Voici la version la plus plausible des événements, reconstituée plus tard par les enquêteurs. Soumiya et Hassan étaient seuls dans l'appartement. Une dispute violente éclata entre eux. Les raisons, on ne les connaît pas précisément. Peut-être un désaccord sur des rituels, peut-être une trahison ou une histoire d'argent, ou encore une menace que l'un allait dénoncer l'autre. Quoi qu'il en soit, Soumiya tua Hassan en premier. Elle l'aurait poignardé alors qu'il était ivre, donc incapable de se défendre. Ensuite, elle se serait entaillé la gorge elle-même, du côté de l'oreille jusqu'à l'autre. Mais avant de passer à l'acte, elle appela la police en prétendant que c'était Ayoub qui voulait la tuer. Elle savait qu'elle allait mourir, alors elle a mis en œuvre une vengeance diabolique. Faire accuser Ayoub, l'homme qui l'avait rejeté, celui qui l'avait menacé de prison. Et ainsi, même après sa mort, elle voulait le détruire. Les enquêteurs, en approfondissant le dossier de Soumiya, découvrirent qu'elle était impliquée dans plusieurs affaires de sorcellerie, soupçonnée dans d'autres crimes similaires, et qu'elle avait déjà menacé Ayoub de dénonciation. Tout cela renforça l'idée qu'elle avait prémédité toute cette scène pour se venger de Ayoub. Malgré tous ces éléments, la justice avait déjà tranché.
Ayoub était condamné à perpétuité, et il avait déjà purgé plusieurs années derrière les barreaux. Mais ce n'est pas fini. Un jour, un détenu du même bloc qu'Ayoub, un homme qui partageait sa cellule, se présenta et dit « Je veux témoigner ». Les autorités écoutèrent donc sa déclaration. Ayoub m'a tout avoué. Il m'a dit qu'il les avait tués tous les deux. D'abord l'homme, puis la femme. Il a même dit qu'il avait quitté sa maison par la fenêtre et laissé son téléphone pour qu'on croie qu'il était chez lui. Les autorités prirent ce témoignage au sérieux, car c'était une confession indirecte en milieu carcéral, et donc jugée crédible. Mais la famille d'Ayoub refusa de croire à cette version. Ils savaient qu'Ayoub était costaud et que la fenêtre de sa chambre était trop étroite pour qu'il en sorte. Malheureusement, pendant toutes ces années où Ayoub croupissait en prison, sa mère mourut de tristesse et de chagrin. Elle n'a pas supporté l'éloignement, ni l'injustice faite à son fils. Mais l'ami fidèle d'Ayoub, lui, n'a jamais abandonné. Il n'a cessé de montrer et descendre dans les tribunaux, d'engager des avocats, de demander des révisions de procès, de rassembler des preuves d'innocence. Et un jour, ce même détenu, qui avait témoigné contre Ayoub, s'approcha de l'ami et lui dit « Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Je t'ai trop vu 2 fois aller en prison avec le panier pour ton ami. À chaque fois, mon cœur se serrait. Alors maintenant, je veux dire la vérité. Tout ce que j'ai dit était un mensonge. Ayoub ne m'a jamais rien avoué. J'ai menti par vengeance, car j'étais jaloux de sa possible libération, pendant que moi je resterais enfermé. » Après ce revirement du détenu, qui avoua avoir menti par jalousie, les avocats de la défense décidèrent de réagir immédiatement. Ils demandèrent une révision du procès sur la base de faux témoignages volontaires, de manque de preuves matérielles et surtout de la révélation d'un complot préparé par la sorcière Soumia contre Ayoub. L'affaire fut réouverte officiellement. Les avocats s'appuyèrent sur de nouveaux éléments: l'absence totale d'empreintes d'Ayoub sur la scène de crime, les preuves d'activité criminelle de Soumia et Hassan dans des affaires de sorcellerie, et le fait que Soumia avait passé l'appel avant de mourir, donc capable de manipuler les faits. Et surtout, l'aveu du détenu que son témoignage était un mensonge. Après plusieurs mois de procédure, de plaidoirie, d'analyse et d'examen de ces nouveaux éléments, le tribunal prononça la libération de Ayoub. Il est sorti de prison après 10 ans de souffrance, d'injustice et d'humiliation. Il sortit la tête haute, soutenu par son ami, les yeux pleins de larmes, mais le cœur en paix. Même si Ayoub a retrouvé la liberté, il a perdu sa mère, qu'il n'a jamais revue. Il a aussi perdu 10 ans de sa vie, une décennie de solitude, de cellules, de regards durs et de mensonges. Aujourd'hui encore, il porte cette douleur dans son cœur. Mais ce qu'il dit toujours, c'est que Dieu ne dort pas, et que même si l'injustice dure longtemps, la vérité finit toujours par surgir. C'était l'histoire d'un homme pieux, d'un laveur de mort, victime d'un piège tissé par une sorcière. Une affaire qui nous apprend que refuser l'argent haram peut parfois coûter cher, que le monde est plein de pièges invisibles et que Dieu seul protège les cœurs sincères. Qu'Allah nous préserve du mal, de la sorcellerie et des gens mauvais, qu'il nous donne la force de rester droit, même quand les vents sont contraires.